Salut tout le monde! Désolé, je prends le blâme sur moi pour le petit retard. Il fallait qu'on prépare tout ça ici. C'est toute sa faute. Voilà, il y a eu des problèmes techniques, mais on est là finalement. On va parler un peu de ce qui se passe dans le marché immobilier début 2023. J'ai avec moi ma courtière hypothécaire Étoile Nadège Pierre. Ben oui, vous pouvez m'appeler Nadège, mon nom complet sur les réseaux sociaux, Absolument. Glenda Nadège Pierre. Présente-toi. Donc, je suis courtier hypothécaire, donc je suis dans la région de Mont-Tremblant, donc je fais des dossiers par contre partout au Québec. Absolument. Donc, on travaille souvent ensemble, moi puis Lucky, donc Lucky. Lucky, c'est pas grave, tous les noms marchent depuis qu'on sait qu'on parle, depuis que je sais me reconnaître là-dedans. Ouais. On va donc parler un peu du marché en 2023. Moi, je reçois, et je sais pas pour toi, mais moi, je reçois beaucoup de clients qui me posent des questions. Qu'est-ce qui se passe? Comment le marché avance? Est-ce que c'est un bon moment pour vendre? Est-ce que je devrais attendre? Et les acheteurs me posent la même chose. Et ça vient autant des vendeurs que des acheteurs. Donc, ils veulent savoir un peu, est-ce que c'est le bon moment de vendre? Alors, je me suis dit, pourquoi on n'adresse pas ces questions? On va vous les présenter, on va avoir une conversation, vous allez pouvoir nous écouter. Si jamais vous avez des questions sur lesquelles on n'a pas pensé, laissez-les dans les commentaires et on va pouvoir, j'ai mon iPad ici, donc on va pouvoir les regarder, on va pouvoir en discuter. Alors, Right. un peu pour la conversation, pour établir une zone, disons un peu, parlons du Grand Montréal. Ouais. Le Grand Montréal, parce que je pense que c'est là un peu plus que notre zone de travail se trouve, Tout à fait. etc. Puis, moi, à l'intérieur de ça, comme j'ai mentionné, le monde me pose des questions. Ça ressemble à quoi le marché? Et jusqu'à maintenant, mon sentiment, c'est que, et mon expérience, c'est que il y a un peu d'hésitation parce qu'ils sont pas certains. Ils ont beaucoup de questions et, comme on le sait, beaucoup de monde disent beaucoup de choses. Il y a excessivement d'informations qui sont lancées à gauche, à droite. Dans l'ère de l'information, c'est un peu ça, Internet, etc. Tout à fait. Donc, il faut décortiquer. Toi, ça ressemble à quoi de ton côté, ça? Mais c'est comme tu dis en fait, donc on a beaucoup de questions en fait par rapport à surtout le marché, plus par rapport au taux. Donc, Ok. c'est vraiment par rapport au taux. Puis comme tu dis, moi c'est vrai que la plupart de mes clients sont pas mal à Montréal. Ouais. Donc ils vont regarder aussi, bon ben est-ce que j'achète maintenant, les taux sont élevés. Mhm. Puis on a une discussion par rapport souvent moi ce que j'ai comme discussion en fait avec les clients souvent de ces temps-ci, c'est par rapport au terme. Ok. Donc, par rapport au terme, dans le sens où on va peut-être pas regarder des termes sur 5 ans parce que qu'est-ce que les économistes disent? Mhm. En fait, c'est que les taux d'intérêt vont augmenter. Donc, pour faire un petit, pour les personnes qui ne sont pas au courant ou qui n'ont pas regardé le marché récemment, ben, c'est que l'année passée, on avait des taux quand même assez très bas jusqu'à partir du mois de mars. Ouais, Parce que c'est le le mois de bon mars- temps, là, la rue vers l'or. Exact. Donc, à partir du mois de mars, mais les taux directeurs, en fait, de la Banque du Canada ont commencé à augmenter, donc ce qui affecte tous les autres taux par la suite. Donc, ce qui amène un coût plus élevé pour les clients quand ils paient leur hypothèque, mais dans ce temps-là, ben, leurs paiements sont plus élevés. Ouais. Donc, à ce moment-ci, en ce moment même, on est vraiment dans des taux beaucoup plus élevés que qu'est-ce qu'il y avait l'année passée. Mhm. Donc, les personnes qui avaient un taux variable, on va dire, donc paient un petit peu plus. Maintenant, la même chose, les taux fixes ont suivi aussi, les taux fixes ont augmenté. Donc, quelqu'un qui voulait acheter l'année passée, qui avait une préautorisation, on va dire l'année passée, puis qui n'a pas tout de suite acheté, mais se retrouve avec un montant peut-être un petit peu plus bas, ou bien tout simplement, tu sais, oui, un montant plus bas, mais aussi plutôt à se poser la question, ben, est-ce que j'attends, est-ce que j'y vais tout de suite, pas maintenant, ou dans 2 ans, dans 1 an, est-ce que c'est correct si j'achète? Moi, en fait, qu'est-ce que je regarde avec les clients, c'est que je leur dis, bon, ben, écoutez, les économistes, qu'est-ce qu'ils disent, c'est que d'ici les quelques mois, d'ici l'année prochaine, les taux devraient diminuer. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on regarde comme stratégie, c'est de voir, ben, est-ce qu'on prend du 2 ans, du 3 ans, un taux variable encore, Mhm. pour voir si l'année prochaine, on fait des changements par rapport à notre hypothèque. Donc, c'est pas nécessairement de prendre un 5 ans, mais de plutôt prendre un terme un petit peu plus court, puis de pouvoir renouveler avec un taux d'intérêt plus bas par la suite. Donc, même si on va payer, on va dire, un paiement un petit peu plus élevé, on va dire maintenant, pendant
quelques mois ou bien 1 an, 2 ans selon le terme. Ouais. Mais il y a une possibilité par la suite de renégocier votre hypothèque puis d'aller sur un terme plus court, plus long en fait, dépendamment du taux d'intérêt encore. Voilà. Donc si on renouvelle, on va dire, si on a un terme de 2 ans, ben dans 2 ans on renouvelle avec un taux d'intérêt ce que les économistes disent que ça va tourner dans les alentours entre du 3 à 4%. Il y a des économistes qui sont un peu plus optimistes, qui disaient dans les 2,75, mais donc si ça tourne dans les 3%, mais on revient dans les taux, on va dire normaux. Ouais. Donc on va appeler ça un petit peu plus normaux. Donc dans ce temps-là, mais ça vaudrait peut-être la peine d'aller sur un terme plus court, de regarder pour du variable. Le taux directeur, qu'est-ce que les économistes disent, c'est qu'il y aura peut-être une autre augmentation. OK. Les chances qu'il y ait d'autres augmentations à part peut-être la prochaine qu'il y aurait sont faibles. OK. C'est quoi ça un taux directeur? Moi, je suis l'acheteur qui ne sait pas c'est quoi, je comprends pas comment ça fonctionne. C'est quoi un taux directeur? OK, donc le taux directeur, en fait, la banque, c'est la Banque du Canada qui gère le taux directeur. Donc, la Banque du Canada a comme but de garder, en fait, ils ont une cible pour le taux d'inflation, dans le fond. Ils ont une cible pour le taux d'inflation. L'inflation c'est une fourchette entre 1 à 3%. Maintenant, la fourchette entre 1 à 3%, idéalement, on vise 2%. Maintenant, qu'est-ce que le taux directeur vient faire? En fait, c'est une politique monétaire qu'ils utilisent. Dans le fond, la façon qu'ils utilisent le taux directeur, c'est pour diminuer, contrôler l'inflation, le garder stable, s'assurer qu'il reste à 2%, on va dire. Donc, pour pouvoir faire ça, donc si jamais les taux d'inflation sont élevés, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est augmenter le taux directeur. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails d'expliquer la dynamique du taux directeur, c'est une conversation plus longue, mais c'est ce qu'ils utilisent pour pouvoir contrôler l'inflation. D'accord. Donc, on veut, en ce moment même, le coût de la vie est plus élevé qu'à l'habitude. Donc, on s'entend l'année passée, si vous regardez, quand je dis l'année passée, je veux dire il y a quelques mois, on regardait beaucoup les augmentations de l'essence, le coût des aliments, tout est un petit peu plus cher. Donc, l'idée, c'est de s'assurer que ça reste stable et que le coût de la vie augmente pas trop rapidement, en fait. D'accord. Donc, c'est vraiment ça. Donc, c'est à ça que ça sert. Puis, je ne sais pas si tu avais... Bon, en gros, ce taux directeur-là, quand on l'augmente ou on le diminue, mais ça impacte directement les taux variables que les banques vous offrent. Ça impacte l'économie, ça impacte les taux aussi, éventuellement les taux fixes. Donc, quand on augmente le taux directeur, en fait, donc qu'est-ce qui arrive, c'est que ça augmente automatiquement les taux préférentiels des banques. Donc, le taux préférentiel, en fait, le taux variable, c'est le taux préférentiel moins un escompte. Exemple, la banque vous donne le taux préférentiel est de 7%. Ils vont faire un escompte de 1%. Votre taux variable est de 6%. Donc, ça, c'est... Là, on rentre vraiment dans le pâté chinois des institutions financières. Exact. Et puis, etc. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que si le taux directeur augmente comme les dernières années, la dernière année, en fait, dans ce temps-là, votre taux variable augmente et votre paiement hypothécaire est impacté directement. Donc, votre taux, votre montant, en fait, le paiement mensuel, hebdomadaire, augmente tout de suite. Donc, généralement, ils vont le faire le mois d'après. Puis certaines banques, en fait, vont permettre d'avoir un taux variable, mais avec un paiement fixe. Mais encore là, avec toutes ces augmentations-là, il y a quand même un niveau minimum où ce que les banques vont quand même dire d'augmenter le paiement à un moment donné. Donc, laisse-moi te poser cette question. Très souvent, ce genre de conversation-là, on l'a plus facilement lorsque l'on parle d'acheteurs, parce que les acheteurs veulent acheter, ils veulent savoir combien ils peuvent se permettre, et naturellement, le taux dans lequel tu te qualifies va venir jouer et impacter ton pouvoir d'achat. Tout à fait. Donc, si on a un taux plus bas, on peut se permettre plus. Effectivement. Si on a un taux plus haut, là, il faut se serrer les poches un peu plus. Tout à fait. Maintenant, pour les vendeurs, par exemple, j'entends pas souvent parler de l'impact que ça a sur les vendeurs. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu les vendeurs face à ces changements? Ça ressemble à quoi leur réalité un peu? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Est-ce qu'on a des petits trucs pour eux? Écoute, moi j'ai eu justement des personnes qui vendaient pour acheter par la suite. C'est sûr que ça a un impact. Donc,
généralement, les personnes, ils ont déjà un terme, on va dire, de 5 ans, de 3 ans, de 4 ans. Peut-être qu'il va leur rester 2 ans sur leur terme. Donc, généralement, en parlant, si quelqu'un avait eu un taux il y a 5 ans, mais c'est sûrement plus bas que les taux qu'on a aujourd'hui. Absolument. Donc, dans ce temps-là, c'est sûr que je regarde toujours les dossiers avec les clients, c'est du cas par cas. Qu'est-ce que je leur conseille? Si leur taux est bas, c'est, de toute façon, on transfère l'hypothèque. Donc, c'est sûr que la banque, elle va faire, si il y a une augmentation, en fait, point de vue de l'hypothèque, ben, ils vont faire un taux pondéré. Donc, ils vont faire un mélange entre le taux d'aujourd'hui et le taux qu'ils ont déjà. Mais généralement, c'est intéressant. En fait, c'est vraiment qu'il y a une possibilité pour les clients, on va dire, de conserver leur taux, de transférer leur hypothèque. Parce que des transferts d'hypothèque d'une maison à l'autre, ça se fait. Oui. Par contre, ça peut valoir la peine, dépendamment de qu'est-ce qui reste comme terme, d'aller vers une nouvelle hypothèque. Puis, encore là, c'est la même chose. Qu'est-ce que je regarde avec les clients, c'est peut-être d'aller pour des termes plus courts, ou bien d'aller pour peut-être un taux variable encore pour pouvoir aller bloquer un taux fixe par la suite. Parce que quand on prend un taux variable, mais vous avez le droit avec la banque d'appeler par la suite dans 1 an puis dire, mais finalement, je regarde vos taux en ce moment même, puis j'aimerais ça avoir mon taux fixe. D'accord. Alors, du taux variable, on peut basculer vers le taux fixe. Effectivement. Sans, si je comprends bien, sans trop de complications. Non, sans complications en fait. Alors, est-ce que le contraire s'applique aussi ou pas? Non, le contraire ne s'applique pas. Donc, si on prend un taux fixe, donc si le taux fixe, vous le gardez pour la période de temps, pour le terme qu'il faut en fait. Si vous avez un 2 ans fixe, vous restez 2 ans avec la banque fixe. Si vous brisez l'hypothèque, il y a une pénalité. Par contre, et ce que je conseille souvent de ces temps-ci, quand on brise une hypothèque, en fait, avec une banque à charte versus une banque virtuelle, généralement, les pénalités sont plus faibles chez une banque virtuelle. Donc, c'est plus facile de se dire, bon, ben, je vais prendre un terme de 2 ans chez une banque virtuelle. Puis, dans le pire des cas, dans 1 an, si jamais les taux sont extrêmement bas, mais je peux très bien, on va dire, briser mon hypothèque, payer une pénalité, mais sauver beaucoup plus de sous. En ayant le taux plus bas. Ça dépend du solde de votre hypothèque. C'est tout des calculs à faire, en fait. Donc, c'est pas nécessairement égal pour tout le monde. Donc, une hypothèque de 125 000 versus une hypothèque de 300 000, il y a une différence. Il peut y avoir une bonne différence de point de vue du calcul, de la pénalité, point de vue aussi de qu'est-ce qu'on va sauver. D'accord. Alors, Nadège, je te pose une question à toi, là. L'acheteur moyen, la personne moyenne qui vit dans le Grand Montréal, est-ce que c'est encore réaliste pour cette personne? Et je pense que tu vois beaucoup, tu joues beaucoup avec les chiffres, tu aimes les chiffres, tu es dans le domaine parce que tu aimes ça. Est-ce que c'est encore réaliste pour cette personne d'acheter aujourd'hui? Écoutez, puis là, je pense que ça serait un bon moment de parler de, bon, ben, est-ce qu'on va louer, est-ce qu'on va acheter? Donc, la question, c'est sûr que, point de vue du paiement, les paiements sont plus élevés. Donc, ça, c'est sûr et certain. On ne peut pas l'éviter, mais ça risque de pouvoir diminuer par la suite. Donc, on prend un terme plus court, puis on renégocie par la suite. Par contre, si on regarde les chiffres, si on avait un achat, on faisait un achat de 450 000 avec une mise de fonds de 5 donc, on se retrouvait avec un paiement à un taux de 1,5, ce qui était réaliste au mois de janvier l'année passée. 1,5, ça c'est... Tu me chantes la pomme, comme on dit, là. C'est loin, là. Donc, on se retrouvait avec un paiement de 1 777 $ de plus de paiement. D'accord. Donc, on était en fait, pas mal 1 000 $ de plus. Donc, on est à 2 778 environ. D'accord. Donc, ça fait une grosse différence. C'est une belle différence. Oui. Par contre, qu'est-ce que je pense aussi, par contre, c'est qu'il faut regarder, point de vue du loyer, on s'entend. Bon, quand on paie un loyer, c'est de l'argent qu'on donne, en parenthèse. Absolument. Donc, ça, c'est quelque chose à considérer. Puis, la même chose, point de vue de l'hypothèque qu'on a, oui, il y a une partie qui est en intérêt, mais il y a un capital qui est payé sur l'hypothèque. En fait, le montant que vous payez, ça diminue votre hypothèque, donc vous gagnez de l'équité sur la maison. Donc, c'est quoi l'équité? Ben, je vais te laisser. Bon. L'équité, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment, bon, votre maison vaut 450 000. Oui. Vous avez payé 50 000. Ben, vous avez 50 000 d'équité sur la maison.
Donc, ça veut dire que si vous vendez la maison demain, sans compter tous les coûts, le reste qui vient avec, ben on a 50 000. Donc, de façon très vulgaire, l'équité, c'est un peu comme l'argent que j'ai mis dans la propriété qui m'appartient à moi, Tout à fait. pas à l'institution financière. Exact. Puis ça, c'est sans inclure, là, j'inclus pas l'augmentation nécessairement de valeur de la maison parce que c'est pas seulement l'argent que vous avez mis, mais aussi la valeur que la maison prend dans le futur, dans le fond. Donc, si jamais la maison a pris 10 000 en valeur, ben, vous avez 10 000 de plus aussi. Alors, à une personne qui regarde ça et qui ne pense qu'à ses paiements mensuels, comment on peut lui expliquer un peu c'est quoi les avantages de l'équité? Qu'est-ce qu'il peut faire avec son équité sur une propriété? Ben, écoute, il y a plusieurs choses Ben, en fait, plusieurs choses. En fait, point de vue de... C'est sûr qu'à un moment donné, vous arrêtez... Si votre maison est payée, elle est payée. Donc, voilà. vous avez une maison avec une valeur de... On s'entend quand vous l'achetez à 450 000, la valeur n'est pas supposée terminer à 450 000. Voilà. Un petit peu plus. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire. C'est l'équité que vous avez, vous pouvez la vendre, vous pouvez les mettre dans vos poches ou qu'est-ce qui arrive aussi, c'est qu'il y a une possibilité en fait d'aller refinancer, aller prendre l'équité sur la maison pour faire des réparations, pour faire autre chose, mais aussi peut-être investir, donc dépendamment de qu'est-ce que vous voulez faire, mais il y a une possibilité de prendre l'équité sur sa maison pour pouvoir faire un investissement, pour pouvoir... on va pas prendre l'équité pour faire des voyages, mais... Donc, c'est essentiellement des fonds qui sont à notre disposition et qu'on pourrait utiliser ça pour soit pour les investisseurs immobiliers qui écoutent, on pourrait utiliser ces fonds pour justement utiliser ça comme mise de fonds, acheter une autre propriété ou, comme tu le mentionnais, refaire des rénovations. Peu importe c'est quoi le projet que l'on peut avoir, cette équité, on a la possibilité d'aller la chercher. Versus lorsque l'on loue une propriété, ben on n'a pas d'équité. L'argent que l'on a, on le donne au locataire. Ouais, c'est un peu ça. Maintenant, c'est vrai qu'il faut regarder la situation de tout le monde. Il y a certaines personnes qui peuvent se permettre d'acheter une propriété. Il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas se permettre d'acheter une propriété. Mais encore. C'est ça que j'allais dire. Encore là, il y a toujours une façon de se préparer pour faire un achat. Voilà. Okay? Donc, mais aussi, c'est pas seulement par rapport à un point de vue d'être capable d'acheter, mais aussi de regarder, mais est-ce que c'est quelqu'un qui veut entretenir une maison? Est-ce qu'on va regarder plus vers un condo? Donc, il y a différentes choses à penser aussi. C'est pas seulement, oui, c'est très bien d'avoir une maison puis aller chercher l'équité. Je pense que c'est une des meilleures façons d'aller chercher justement d'avoir des fonds, en fait, de pouvoir investir. Donc, mais aussi, tu sais, c'est pas tout le monde qui veut l'entretenir une maison. Voilà. Donc, différents profils pour différentes personnes. La chose la plus importante, je pense, c'est de s'informer, d'aller chercher cette information, de savoir dans quel profil on se retrouve. Est-ce qu'on est une personne à qui les rénovations, ça ne leur fait pas peur et ils aiment et ils veulent avoir leur propre maison? Est-ce qu'on est une personne qui aime plutôt voyager et qui ne veut pas nécessairement entretenir sa propriété, qui préfère payer? Alors à ce moment-là, peut-être qu'un condo fait plus de sens pour cette personne-là. Est-ce qu'on est une personne qui pense ne pas être en mesure d'acquérir une propriété, alors qu'en réalité, une simple stratégie financière, une simple conversation avec une courtière hypothécaire de feu va venir pouvoir vous répondre et vous éclaircir à ces niveaux-là. Je finis avec une dernière chose. J'aime ton enthousiasme. Toujours. Les personnes qui viennent te voir parce que leur institution financière leur ont dit désolé monsieur X, madame X, ça passe pas. Est-ce qu'on a des options, est-ce qu'on a des solutions pour ces personnes-là? Qu'est-ce que tu peux faire que l'institution financière ne peut pas nécessairement faire? Écoute, ce qui est intéressant dans le travail que je fais, c'est que j'ai accès à plusieurs institutions financières. Donc, quand vous allez voir votre banque, que ce soit la banque XYZ, je ne vais pas nommer de nom en fait, donc la banque a leurs propres critères pour la façon qu'ils qualifient votre dossier. Donc, puis chaque banque a des petites différences sur certains points. Donc,
c'est possible, c'est très bien possible qu'une banque vous refuse quelque part, puis que ça fonctionne quelque part d'autre. Maintenant, pas seulement Pourquoi? par rapport, mais que ça soit, exemple, je vais donner un exemple, un immeuble à revenus, exemple. Donc, les immeubles à revenus sont pas qualifiés de la même façon. Les revenus ne sont pas considérés de la même façon d'une banque à l'autre. Donc, il y en a qui sont plus avantageuses que d'autres. Puis, c'est possible que la banque où ce que vous allez, ben, c'est moins avantageux point de vue du calcul. Donc, vous vous qualifiez pour moins. Donc, c'est toujours une bonne chose de regarder, d'avoir des options puis de regarder ailleurs. Donc, moi, quand vous venez me voir, moi, je fais les calculs, je regarde l'information puis je peux vous dire où envoyer, où est-ce qu'on peut aller, dans quelle banque, en fait, on peut aller qualifier le dossier. Donc, c'est ça. Donc, Donc, ça nous donne un peu plus de solutions que juste aller voir une seule place, une seule personne. Exact. Excellent. Moi, pour ma part, rapidement, j'essaie de me tenir un peu à l'écart en termes de tout ce qui est finance, etc. Mais les questions que je reçois très souvent, c'est dans le marché aujourd'hui, on voit qu'il y a une baisse. Effectivement, les prix des maisons sont en train de baisser. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les 2, voire 3 dernières années, peut-être 2 et demi, peu importe, on sait de quoi on parle, le marché a fait comme ça. Et là, on est en train d'avoir un rebalancement. Est-ce que tu appelles ça une correction? Une correction. Très bon terme. Plus 10. Donc, nous sommes en train de voir une correction du marché. Ce qu'il ne faut pas penser, c'est que cette correction-là, c'est un peu comme la fin du monde, c'est tout tombe. Non. Parce que même dans le marché où l'on se trouve aujourd'hui, il y a quand même des opportunités à faire. Il suffit d'être aux aguets, suffit de voir là où on peut aller chercher des situations et des opportunités. Par exemple, pour être un peu plus précis, dans un marché qui est en correction, on va le dire comme ça, dans un marché qui est en correction, on s'entend que des vendeurs doivent vendre. Pour un acheteur, d'un côté, nous avons les taux d'intérêt qui sont élevés, donc le pouvoir d'achat qui descend, mais le pouvoir de négociation augmente. Donc, nous allons pouvoir aller négocier. Le temps où on allait voir des maisons et il y avait un line-up comme si c'était dans un club, là, c'est fini ce temps-là. Maintenant, il y en aura toujours parce qu'il y en a toujours eu, mais le pourcentage de propriétés sur lequel on va retrouver des offres multiples sont en train de descendre. On revient vers un marché plus balancé. Pour les personnes qui ont vécu le marché avant les 2 dernières années, ils savent, ils l'ont vécu, ils le savent. Nous revenons vers un marché plus balancé. Maintenant, pour les vendeurs, pour vous aussi, il y a des façons d'optimiser votre propriété. Il y a des solutions et il y a toujours eu des trucs et astuces pour vous assurer que même dans un marché où il y a correction, vous puissiez sortir gagnant. D'ailleurs, encore aujourd'hui, se trouvent des propriétés qui se vendent en surenchère. C'est quoi la clé? La clé, c'est de lister au bon prix. Numéro 1. Ça, c'est une des clés. Lister au bon prix. Afficher le bon prix. Pour le reste, eh bien, Nadège et moi, ça va nous faire un plaisir de pouvoir vous donner plus d'informations. Sur ce, merci. C'était notre premier live, le premier de plusieurs. Moi, c'est Lucky Saviti, courtier immobilier chez Remax. Donc, Glenda Nadège-Pierre, courtier hypothécaire avec une discrète. Et sur ce, on vous voit sous peu. Allez, ciao. Bye, bonne journée.